Avec l'argent de vos impôts, on déverse un fric de dingue pour les privilégiés de la République. Alors, parce qu'il faut arrêter les prébendes, les sinécures, les rentes, les passe-droits des amis de Macron, il n'y a qu'une seule solution, renforcer la voix de la presse libre, de la presse alternative de TV Liberté. Notre mission de porte-voix, c'est grâce à vous et à vous seuls que nous pouvons la mener. Alors, n'attendez pas, faites un don à TV Liberté. Nous avons dorénavant 30 jours pour assurer la pérennité de TVL en 2025. Le compte à rebours est lancé. La liberté à tout prix. Bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors cette semaine Jean-Yves, on a un beau programme. On va s'intéresser d'abord aux manifestations de Crépol qui ont finalement eu lieu. Je dis manifestations au pluriel, vous allez le voir, il y en avait deux salles, deux ambiances. Et puis, l'image de la semaine, ce sera bien sûr en pleine censure du gouvernement Barnier, la petite phrase d'Emmanuel Macron, « Je serai président jusqu'à la dernière seconde ». On n'oubliera pas bien sûr votre météo de l'info, Jean-Yves, et on va voir que le vent souffle en rafale au niveau de la réforme des retraites et puis bien sûr de la censure gouvernementale que vous allez aborder. Et puis, il y aura les pastilles de l'info. Là, pareil, un programme assez riche. Donc, restez avec nous. Cliquez sur le petit pouce en l'air. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas rappelé. Mais force est de constater que quand je ne vous le dis pas, vous le faites moins. Et pourtant, c'est un petit geste qui a une conséquence très importante pour notre succès. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et cliquez sur la cloche. Comme ça, vous aurez toutes les notifications. Allez, Immédiat 517, on est parti. Le gouvernement Barnier vient d'être censuré pour une histoire de retraite. Dérisoire. L'avenir d'une nation et d'une civilisation ne passe pas par le niveau de ces retraites. Quand le rapport entre le nombre des actifs et celui des rentiers diminue, que faire? Le report de l'âge du départ en retraite ou la désindexation de leur évolution? Ou bien accepter une nouvelle augmentation de la dette? Un choix irresponsable alors que les intérêts de la dette de la France vont doubler dans les années à venir. Alors heureusement, il y a des masses d'économies possibles. Sur l'immigration, et pas seulement sur les abus de l'aide médicale d'État, sur la transition énergétique, 25 milliards dépensés en pure perte, sur les subventions aux syndicats, aux associations, aux médias et aux agences, auxquels on pourrait demander de se serrer un peu la ceinture. Sur les aides à des pays étrangers moins endettés que la France. Sur les universités qui accueillent de plus en plus d'étrangers et 320 000 étudiants en sciences humaines et sociales. Mais pour ce faire, il aurait fallu affronter les vaches sacrées et les intérêts sonnants et trébuchants du politiquement correct. Il est étrange qu'on n'ait guère entendu sur ces sujets les 131 députés RN et UDR. N'ont-ils rien osé faire par peur des médias? Ou les médias n'en ont-ils pas parlé, faute de travail? Il reste en tout cas étrange qu'une discussion budgétaire fasse l'impasse sur la remise en cause des dépenses excessives. Ce qu'il faut, c'est le Karcher ou la tronçonneuse. Les manifestations à Crépol ont finalement eu lieu. Alors vous vous souvenez, Jean-Yves, la semaine dernière, on évoquait déjà cette terminologie, mais elle a été à nouveau reprise par la presse, par France Info même pour les citer, de manifestations d'ultra-droite
et de gauche. Donc, d'un côté, on a l'ultra-droite et la gauche. On sait qu'il y avait donc 200 participations à la manifestation, donc là encore le terme ultra-droite, 700 à celle de l'appel d'organisation de gauche. Les organisations de gauche, juste, c'était donc les militants de la Jeune Garde antifasciste, des sympathisants de la France Insoumise ou de la CNT, donc la Confédération Nationale du Travail, mais également des jeunes du quartier de la Monnaie. Bon, Jean-Yves, ça vous étonne tout ça? Alors d'abord, c'est pas de gauche, c'est de l'extrême gauche, puisque LFI c'est l'extrême gauche, la CNT c'est un mouvement d'extrême gauche anarchiste violent, les antifas c'est des mouvements violents, donc c'est l'extrême gauche. Et le tout, ultra gauche. Le tout conforté par les racailles du quartier de la Monnaie, c'était vraiment hautement recommandable. De l'autre côté, des jeunes gens et des jeunes femmes très très dignes. On pourrait faire d'ailleurs un commentaire, on le fera plus tard, non masqués, alors qu'il y avait des masqués du côté de l'ultra-gauche. Mais c'est la désinformation habituelle. La première désinformation, c'est l'occultation. Là, l'occultation n'est pas complète, mais à ce moment-là, on a la déformation par le vocabulaire. La propagande, exactement. Alors, on a un article du Monde qui parlait de cette manifestation. Alors, en rappelant que, bien sûr, on craignait des affrontements idéologiques entre ces deux manifestations prévues. C'est quand même étonnant, ce terme, affrontement idéologique. Apparemment, le préfet, effectivement, avait retenu dans l'interdiction qui a été levée par le tribunal administratif l'expression affrontement idéologique. Les affrontements idéologiques, c'est normal. C'est quand même assez extraordinaire. Idéologies différentes, elles sont là non pas pour se rejoindre, mais bien sûr. Et donc cet article du Monde dénonce également la participation dans la manifestation Justice pour les nôtres de personnes qui étaient enveloppées dans des drapeaux français. Donc ça les choque. Une petite comparaison peut-être avec des articles de Libération, Jean-Yves, sur comment est-ce que est traitée la manifestation pour Thomas contre les manifestations pour Naël, pour Adama Traoré. Voilà, alors il y a d'un côté ceux qui s'expriment, et ça on trouve ça formidable, quand ils appartiennent aux minorités, et de l'autre côté, quand ils représentent quand même encore la majorité, parce que les Européens représentent encore la majorité en France, alors là c'est le repli. Voilà. Oui, effectivement, deux salles, deux ambiances. Et Libé, c'est la haine des nôtres, l'amour des autres. Voilà. Ouais. Et à chaque fois, c'est extrêmement... Le tout subventionné. Subventionné. Hein. Voilà. C'est payé par nous, bien sûr, cette belle objectivité journalistique dont on a l'habitude. Sur BFM TV, fait intéressant, il y a eu Raphaël Ema qui a été interrogé. Il a participé à ce rassemblement Justice pour les nôtres et il dit que le premier moteur de son engagement, lui, c'est l'empathie qu'on peut ressentir vis-à-vis de Thomas. Je vous propose, contre cette empathie, de voir un peu comment se passait l'ambiance du côté de la manifestation de l'ultra-extra-extrême gauche. Voilà, donc on a l'empathie des gens qui sont drapés dans des drapeaux français face à une autre manifestation où il y a quand même essentiellement des jeunes qui sont masqués, d'autres qui arrivent en levant le poing et en revendiquant leur appartenance au quartier qui a fourni les agresseurs et les assassins de Thomas Perotto. C'est assez amusant de le souligner. On a également un militant qui spécifie qu'il est bien arrivé à Romans-sur-Isère et qu'il est ravi de voir un gigantesque drapeau palestinien qui est là. La lutte antifasciste, c'est aussi la lutte contre le génocide en Palestine. Alors moi, c'est marrant parce que c'était une manifestation d'hommage à Thomas Perotto, normalement, d'hommage contre le repli sur soi à Romans-sur-Isère. Et donc, on a contre le repli sur soi, un drapeau palestinien. On a le repli palestinien, en quelque sorte. Ouais. Oui, c'est tout à fait étrange. Enfin, c'est l'unité, c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, en fait. Hein, voilà, l'islamo-gauchisme, c'est quoi? C'est le gauchisme, c'est l'extrême gauche, c'est l'islam. C'est aussi les revendications palestiniennes qui sont quand même des revendications étrangères. C'est tout ça, c'est l'islamo-gauchisme. Alors d'un côté on a un et les racailles, et les racailles, et les narcotrafiquants. C'est ça. D'un côté on a un hommage, de l'autre l'outrage, quoi, si on résume. Très bonne formule.
Ligne droite nous informe également que du côté de la manifestation à gauche, de l'ultra-gauche, dit Ligne droite, une oratrice a affirmé que Thomas est mort parce qu'il était raciste. Ça, c'est intéressant, pareil, de revenir sur cette terminologie. Ça confirme d'ailleurs, d'un certain point de vue, le témoignage des gens qui ont assisté à l'attaque, qui ont dit qu'à plusieurs reprises, il y a une dizaine de témoins qui ont dit qu'ils ont entendu tuer les Blancs et tout. Donc il y a bien eu un motif raciste, mais dans l'autre sens. Voilà. Oui. Clairement, objectivement, c'est une agression ethnique de la part des jeunes du quartier de la Monnaie, ou de certains jeunes du quartier de la Monnaie, vis-à-vis de ces jeunes du club de rugby et du village de Crépol. Rassemblés pour une fête du village, exactement. Je vous propose maintenant d'écouter deux interventions. Il s'agit de Jean-Eudes Gana et Raphaël Ema qui étaient présents à la manifestation Justice pour les nôtres. Et vous verrez les éléments de leur discours. Ne doutez jamais de votre combat. Notre cause est juste, notre cause est noble, et nous allons gagner. C'est ça qui les est fait. Et maintenant, on va aller entonner une Marseillaise. On vient d'écouter Raphaël Ema. Là, Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire à faire ? Oui, je crois que c'est un beau succès de cette manifestation. D'abord, je pense qu'ils sont plus de 200, contrairement à ce qu'a dit la presse de gauche. Oui, ils revendiquaient 300. Ils sont quelques centaines, 300 certainement. Mais 300, calmes, non masqués, sympathique, c'est un bon début. Et digne. Je pense que c'est un début et c'est un succès parce que jusqu'ici ce type de manifestation était impossible. Et là, ils ont montré qu'elles étaient possibles et qu'elles pouvaient bien se passer. C'est un très beau succès. On va écouter maintenant Jean-Eudes Gana. Vous verrez, il a également un message intéressant à faire passer. Nous avons parmi nous aujourd'hui des amis de Thomas. Nous avons la mère de Julien Lébert. Nous avons tant et tant de gens qui ont été victimes d'insécurité, qui ont souffert dans leur chair de cette politique absolument délirante. Et pourtant, demain, vous verrez les gros titres. Ce sera quelques dizaines de fous furieux d'extrême droite manifestent pour récupérer un fait divers. Oui, alors, il apporte une précision qui est intéressante, effectivement, qu'il y avait des proches de victimes qui ont accepté ce qui est nouveau, parce qu'avant, les proches des victimes, ils avaient peur d'apparaître derrière ce qui est malgré tout aussi un combat politique. Et là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de proches de victimes, pas tous, mais il y a un certain nombre qui commencent à participer à ces manifestations. Et il y avait donc là, à la fois des militants politiques et aussi des locaux, des gens directement concernés. Ça aussi, c'est un élément très positif. Je voudrais ajouter deux mots sur à la fois Raphaël Ema et Jean-Eudes Gana. Raphaël Ema qui est responsable d'un groupe dans le Midi, Ténésoun, et puis Jean-Eudes Gana qui est responsable du mouvement Chouan dans l'Ouest, qui sont deux jeunes hommes courageux qui ont déjà payé très cher leur engagement par des persécutions judiciaires extrêmement nombreuses dans le cas de Jean-Eudes Gana et des persécutions évidemment professionnelles, par aussi des persécutions professionnelles dans le cas de Raphaël Ema, parce qu'il avait été recruté par un député RN comme collaborateur parlementaire, un député RN du Var, qu'il y a eu un article de Cancrela de Libération, Plotu et Massé, et qu'à la suite de cet article de Libération, il a perdu son emploi, ce qui est tout à fait regrettable, s'agissant d'un homme qui manifestement a des qualités politiques. Jean-Eudes Gana, pour continuer sur le personnage, Jean-Yves rappelle également que la manifestation s'est passée parfaitement dans l'ordre et le calme. Et d'ailleurs, ça a été repris par Marie-Hélène Toraval, qui est la maire de Romans-sur-Isère. On en avait déjà parlé. Vous savez, c'est cette dame que vous pouvez voir sur l'illustration avec les cheveux courts, le regard d'acier, qui a remercié donc le rassemblement calme et digne. Ce sont ses mots. Elle avait donné juste avant une interview dans le JDD, Jean-Yves, de quartiers populaires, nous sommes passés à des quartiers communautaires puis ethniques dans une France qui a renoncé à l'idée même d'assimilation. Vous avez peut-être un commentaire pour mettre un point final sur ces manifestations. Le point final, c'est que cette femme est
courageuse depuis le début, objective. C'est suffisamment rare dans la classe politique pour mériter d'être souligné. Un coup de chapeau, donc, avant de passer à l'image de la semaine. L'image de la semaine, ou plutôt la phrase de la semaine, c'est Emmanuel Macron qui a spécifié qu'il sera président jusqu'à la dernière seconde. En effet, beaucoup de journalistes s'inquiétaient, ou de politiques d'ailleurs, se demandaient s'il n'allait pas donner sa démission. Il semble que ce ne sera pas du tout le cas. Et j'ai trouvé cet article qui vient de Upday. Donc Upday, c'est l'application qui envoie les actualités sur les portables. Moi, je suis abonnée, je vois des notifications qui arrivent comme ça. Celle-ci, elle m'a interloquée, donc je l'ai capturée, vous pouvez la voir ici. Censure de Barnier, la presse s'inquiète des temps inconnus qui se profilent. Jean-Yves, j'ai envie de vous dire que l'amour, normalement, c'est pas le contrôle. Hein. Alors là, je ne sais pas, mais ce qui est incroyable, d'abord, ces applications, il faut s'en méfier. Parce que, évidemment, elles synthétisent le politiquement correct. Et donc là, il y a un peu tout, quoi. Il y a la presse. La presse, ça veut dire qu'il y a une unanimité. Donc on n'est plus dans le pluralisme. La presse. Voilà. Normalement, on devrait dire, certains disent, d'autres pensent. Voilà. Il y a un peu de pluralisme. La presse. Et puis alors, il y a le côté anxiogène, s'inquiète. L'inquiétude, c'est un sentiment, c'est pas d'analyse. De temps inconnus. Alors là, ça fait peur. Les grands mots qui ont été repris partout. L'inconnu. Voilà. Alors après, on voit qu'il y a aussi le côté, on se copie les uns les autres et on finit par passer un message unique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est très bien que vous soyez abonné à cette appli, puisqu'il faut surveiller, c'est votre métier. C'est tout. Voilà. Mais il faut se méfier de toutes ces applis de synthèse qui sont comme les drogues de synthèse qui diffusent le politiquement correct massivement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sous-entendent malgré tout qu'ils n'ont plus le contrôle, la presse. Il y a ça aussi, quand même, que ça sous-tend. Peut-être, oui, parce que effectivement... ils ont plus leur candidat idéal, ils savent plus qui ça, c'est le côté mettre positif. En avant. Oui, ouais. Exactement, c'est ça qui m'a interpellée dans le titre. On a Nicolas Barnier aussi, qui est donc le fils de Michel Barnier, qui a fait un tweet qui m'a un peu amusée. Il a posté une photo de son père qui tient visiblement son petit enfant dans les bras, et c'est une petite fille vraisemblablement. Fier de toi, une mission s'arrête, une aventure commence. Et moi, j'avais un peu l'impression que la traduction dans le sous-texte, c'était bienvenue à la retraite, occupe-toi de tes petits-enfants maintenant. C'est quand même un peu original. Vous avez peut-être un commentaire, Jean-Yves. Vous occupez de vos petits-enfants et vous continuez le combat. C'est assez drôle, oui, je pense qu'on peut faire les deux, mais enfin, c'est vrai que le temps n'est pas infini, mais bon. Non, mais c'est assez sympa, je trouve. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est rigolo. Du côté de la presse étrangère, on a The Economist qui a fait une sur la situation de la France avec cette image particulièrement symbolique en mettant sur le petit panneau « Merde !» point d'exclamation. La France perd à nouveau son Premier ministre. Voilà, nous disent-ils. Oui, et puis il y a une autre illustration, il y a un coq qui s'apprête à tomber dans le vide. Les British sont toujours réjouis des malheurs de la France, c'est pas très nouveau. Les roast beef se les roast beef, voilà. De l'échec du coq. On a Libération, en tout cas, je vous disais que la presse n'avait plus trop d'idées, ils avaient perdu un peu leur leader. Libération, ils ont quelqu'un, hein, ils nous ont sorti très très vite. Lucie Castet, je suis prête à gouverner, assure Lucie Castet. Et donc c'est un article en direct sur le feed Twitter de Libération. C'est bon. C'est un gag. Le gag, mais alors c'est de l'humour. Castet, c'est de l'humour de répétition. Par exemple, la sortie de nulle part. Et elle n'est jamais allée ailleurs que nulle part, mais on continue de la remettre, c'est assez drôle. Il y a une pression anti-femme, Jean-Yves, là en ce moment. D'ailleurs, Ségolène Royal l'a senti, elle a fait un tweet. Ça va, messieurs, on ne vous dérange pas trop. Le virilisme revient à la mode et elle partage donc une illustration de médias qui sont les hommes providentiels pour remplacer en tant que Premier ministre. Alors, sur l'illustration, on voit Le Cornu, Bayrou, Cazeneuve, Retailleau, Darmanin, Lescure et Barouin.
Effectivement, il n'y a aucune femme et donc elle agite la Et carte moi. coucou. Ceci étant, elle a de Pourquoi l'expérience. Elle a de l'expérience politique, c'est Ségolène mais Royal. ministre. Contrairement à Casse-Tête qui sort de nulle part, Royal, elle a de l'expérience. La carte de la voilà. femme providentielle, ça peut être joué. Pourquoi pas. Et sur C'est ce soir, fait intéressant, ils ont réussi à faire une émission en invitant un député Lyotte, un député LFI, un député Renaissance, un ancien député délégué Les Républicains, une secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier pour ne pas la citer, mais par contre, il y avait personne du Rassemblement National. Ça, c'est quand même fou, alors qu'ils ont voté la motion de censure. Ça c'est quand même fou, puisque c'est de l'anti-journalisme. d'abord c'est le tiers de l'Assemblée nationale, ou à peu près, et puis c'est eux qui ont fait l'événement en votant, à tort ou à raison, la censure, mais c'est eux qui ont fait l'événement. Ouais. Donc ça sera assez logique qu'ils aient la possibilité de s'expliquer. Mais on est sur le service public. C'est France 5, voilà. C'est normal. Mais là, l'ARCOM ne fera rien, Jean-Yves. Ah, l'ARCOM. L'ARCOM ne fera rien. Et il y a un article du Monde aussi que j'ai trouvé assez intéressant dans le type des informations, c'est la démission d'Emmanuel Macron, un poison lent distillé par le RN. Alors même que Bardella a dit qu'il n'appelait pas la démission d'Emmanuel Macron. C'est pas tellement le Rassemblement national qui pose la question de la démission de M. Macron, c'est plutôt M. Charles de Courson, qui est le rapporteur général du budget, qui appartient au groupe Lyotte, c'est M. Copé de LR, donc le bruit de la démission du président allait un peu sur toutes les lèvres, indépendamment de ce que peut dire, penser ou espérer le Rassemblement national. À propos de petites phrases et de ce qu'on peut dire ou penser, eh bien c'est Brigitte Macron qui a pris la défense d'Emmanuel et elle a dit à Ariel Dombal, les Français ne méritent pas Emmanuel Macron. Bah non. Ah oui, c'est vrai qu'on méritait pas ça. Voilà, ça peut se prendre dans deux sens. C'est vrai qu'on méritait pas ça. Alors c'est une petite phrase qui a été reprise, j'ai trouvé ça intéressant, dans un article du Monde, là encore, qui s'intitule « Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, le lent crépuscule d'Emmanuel Macron ». C'est un article qui est plutôt assez à charge quand même contre Emmanuel Macron. Ils indiquent un temps de lecture de 14 minutes, donc il y a du volume où on montre un peu comment se passent les coulisses du pouvoir depuis cette fameuse dissolution et cette erreur. Eux, ils disent que c'est une erreur d'Emmanuel Macron. Alors, vous savez, les médias vis-à-vis des politiques, il y a toujours trois phases. Il y a le léchage, quand il arrive, quand on le promeut. Il y a le lâchage, quand on cesse de le soutenir, et il y a le lynchage quand on le liquide. Et donc, Macron est passé du léchage au lâchage, et il est exposé à la possibilité d'un lynchage, c'est-à-dire que si à un moment donné, les forces qui l'ont soutenu, les forces idéologiques, les forces financières, les forces politiques, médiatiques, qui l'ont mis en place considèrent qu'il est désormais nuisible à la cause qu'il était censé promouvoir, alors ils le liquideront et il y aura le lynchage qui pourrait aboutir effectivement à sa démission. Voilà, quand il dit « je ne démissionnerai pas, je resterai jusqu'à la dernière seconde », oui, peut-être, mais il y a ce risque de lynchage. Bien écoutez, chers téléspectateurs, on verra ça et puis restez sur Immédiat, on passe au pastilles de l'info. Et on débute les pastilles de l'information avec cette nomination. Martin Adjari sera le nouveau président de l'ARCOM. Il a été désigné par Emmanuel Macron et il reprend l'ARCOM. Il succède à Roch-Olivier Mestre en février prochain. Vous avez sans doute un commentaire, Jean-Yves, à faire sur cette personnalité. Ça ne s'arrange pas, puisque Adjari est un haut fonctionnaire collaborateur de ministres socialistes, donc c'est un socialiste. C'est un peu plus grave d'ailleurs, c'est un wokiste. Il a dirigé pendant un certain nombre d'années l'Opéra de Paris et il y a remplacé le mérite, l'exigence par les quotas ethniques. Et donc c'est tout à fait d'ailleurs la logique de l'ARCOM qui consiste à imposer, on l'avait vu la semaine dernière, dans les programmes des quotas, et donc on ne peut s'attendre pour l'ARCOM qu'à des nouvelles de pire en pire. D'autant plus qu'il est secondé, je le rappelle, par un directeur général, M. Alban de Nervaux, qui est lui-même un proche de Soros. Donc vous voyez que là, on est vraiment cerné. L'appareil de censure de la communication bat son plein, oui.
On quitte l'Arcom pour France Télévisions avec Delphine Ernotte. Delphine Ernotte était présente au concours Talent de Cité. Elle a remis un prix à une femme pour sa société d'entreprise de peinture du bâtiment. Et cette femme, elle a la spécificité d'être une femme voilée. Je vous propose d'écouter cette séquence. Vous allez voir, c'est très intéressant. Pour le prix France Télévisions, j'invite Madame Delphine Ernotte à venir nous rejoindre sur scène. Monsieur le Président de la République, alors quelques mots pour détendre l'atmosphère. D'abord, merci beaucoup de nous accueillir. C'est un grand honneur pour le Talent des Cités. Dire aussi que c'est aussi beaucoup de stress pour ceux qui vont monter sur scène. Si ça peut vous rassurer, c'est du stress pour les remettants aussi. Moi, je ne suis pas timide, mais il n'y a qu'une personne qui vraiment me met parfois en difficulté, pour de bonnes raisons. C'est le Président de la République. Et je suis très heureuse de remettre le prix à Khadija Ben Yahya pour finition net bâtiment. C'est exactement la promesse républicaine. Et il y a une chose, moi, qui m'insupporte, s'il y a quelque chose qui a fait que je me suis engagé en politique et que j'ai voulu mener les combats que j'ai menés, c'est que parce qu'on est né quelque part ou qu'on a tel ou tel nom, on puisse se dire « c'est pas possible pour moi ». Et dans chacune de vos histoires, là, celle que vous venez de raconter, normalement, ce n'était pas possible pour vous. Franchement, qu'une jeune femme aille dans le bâtiment, et alors en plus, vous venez voiler, on aurait des tas de problèmes sur plein de chaînes, on n'aurait parlé que de ça. Et ben voilà. Bon, du coup, sur des tas de chaînes, on n'aurait parlé que de ça. C'est un combo. Oui, c'est un combo. C'est un combo de la promotion de la diversité par la chaîne publique, de la servilité de la patronne de France Télévisions vis-à-vis du président de la République. Et c'est un combo vis-à-vis de l'islam, puisque la promesse républicaine, c'est de récompenser une femme voilée si l'on prend le propos du président de la République. Il y a tout dans cette séquence. Vous pouvez vous la passer en boucle, il y a tout le déclin français, tout le grand remplacement français, tout le déclassement français. Je vous propose pour cette pastille une petite leçon de journalisme. C'était sur France 5. Vous savez, France 5, on les aime bien, ils produisent des bons contenus. On écoute ça tout de suite. Donc il y a l'idée aussi de pouvoir discuter un peu discrètement, sans trop dévoiler ses cartes, puisqu'évidemment c'est toujours le problème, il faut à la fois préparer les opinions, dire qu'on arrive à un moment particulier de décision, sans trop les effrayer. Donc c'est tout ce jeu délicat. C'est fabuleux, parce que c'est l'aveu que leur métier, ce n'est pas l'information, c'est la propagande. Hein, je cite, « Il faut préparer les opinions publiques sans trop les effrayer ». Voilà. C'est formidable. Voilà, cette femme... mérite un Oscar de propagande. Après les journalistes, les artistes et les acteurs, même plus particulièrement, je vous propose d'écouter maintenant un propos qui a été tenu par Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot. C'était à la radio sur RTL. Quand on fait un film populaire et qu'on a une bonne critique dans Le Monde ou dans Libé, ça veut dire que le film ne marchera pas. Parce que c'est pas une critique vis-à-vis de ces journaux, ça veut dire que eux voient ce que justement il n'y a pas de populaire, et c'est ça qui leur plaît. Donc quand vous avez fait un film qui est apprécié par ces journaux, il y a très peu de chances pour que vous fassiez un succès, parce que justement c'est ça qu'ils aiment. Il n'y a pas de mal. Hein. J'avais vu comme ça, j'ai fait un poster, j'ai vu sur une affiche, Télérama hilarant. Oui. Cherchez l'erreur. Oui, c'est un oxymore. Mais c'est normal. C'est le goût des gens. Donc ils ont le nez pour aimer ce qui n'est pas populaire. Mais il n'y a pas de mal, c'est leur spécificité. C'est tout à fait drôle ce qu'ils disent. Ils ont un certain culot quand même là de pratiquer ce type d'humour. Télérama, c'est drôle. Ce qui est quand même moins drôle, c'est que tous ces journaux qui nous disent ce qu'il ne faut pas aller voir... ils sont payés, ils sont grassement subventionnés. Le Monde, Libération, Télérama, ils croulent sous les subventions, quoi. Voilà.
Ouais, Bon. ouais. Oui, ils avaient descendu Libération d'ailleurs en bon visionnaire Amélie Poulain, le film qui était sorti en 2001. Il avait fait, à la suite de cette critique, 8,6 millions d'entrées. Et puis, il y a Télérama et Le Monde aussi qui se sont payés un petit truc en plus, qui a lui aussi été un sacré succès au niveau des entrées, puisqu'il totalise 10,8 millions d'entrées. Voilà, donc bon, si, ça rembête en fait, hein, ces critiques de films par ces journaux, parce qu'on se dit, s'ils critiquent, bah, c'est qu'il faut aller voir. S'ils disent que c'est bien, bah, c'est qu'il ne faut pas aller voir, quoi. Bon, Bah, il suffit d'avoir un décodeur, hein, finalement. Voilà. Il faut appliquer le décodeur immédiat. Le monde de l'édition, maintenant, qui est lui aussi touché par la censure. On va s'intéresser, par exemple, à l'Empire Bolloré, qui est mis à mal, sans doute, Jean-Yves, puisqu'il y a plus de 80 librairies qui ont annoncé qu'ils allaient boycotter les livres de Bolloré. Juste avant Noël, c'est peut-être pas très malin, ça. Alors, si vous voulez, c'est très intéressant, parce que d'abord, l'Empire Bolloré, c'est un empire qui publie à la fois en images et en papier, livres, ouais. beaucoup plus de politiquement correct que de politiquement incorrect. Donc c'est au fond assez pluraliste. Simplement, le sectarisme de gauche, le sectarisme politiquement correct, fait que on ne boycotte pas les libraires, ils pourraient dire je ne prends pas tel livre, c'est leur droit. Non, ils vont dire je ne prends pas un éditeur parce qu'il a des livres qu'il ne devrait pas avoir. C'est-à-dire que la pression en matière de livres, la pression, ce sont les libraires qui l'exercent sur les commerciaux des maisons d'édition en disant on ne va pas vous prendre tel livre parce que vous éditez tel auteur. Et ça, c'est vraiment impossible, puisque vous éditez tel auteur, on ne prend pas vos livres. C'est du sectarisme au cube. Ouais, la culture contre le service du pluralisme, quoi. Hein, c'est intéressant. Et puis il y a le groupe Bayard également qui a été bousculé ces derniers temps, puisque les salariés ont dénoncé une tentative d'entrisme de l'extrême droite, et pour cause, ils se plaignaient de l'arrivée d'Alban Durostu dans le groupe Bayard, parce que c'est l'ex-bras droit de Pierre-Édouard Stérin, qui est un milliardaire, lui aussi, qui détient des médias. Conservateur, qui avait tenté de racheter Marianne d'ailleurs. Et donc, ils ont déclenché une fronde d'ampleur, tant et si bien que finalement, il ne sera pas recruté dans le groupe. Et puis, par ailleurs, Bayard va se retirer également du rachat de l'ESJ, donc l'école de journalisme, vous le savez, qui est en train d'être rachetée par un ensemble de milliardaires, dont Bolloré. Une seule image pour comprendre un peu ce qui se passe dans le groupe Bayard, ça a été repris par Brésinfo, c'est ce Youpidoc. Ce Youpidoc, donc un magazine pour les enfants. Bayard est spécialisé dans l'édition pour les enfants. Youpidoc, enfin en France, avec l'histoire vraie d'une famille de réfugiés. Voilà. Alors, effectivement, la librairie jeunesse est un lieu privilégié de la propagande. La gauche de Bayard entend le garder, et il faut bien reconnaître que là, la campagne de presse, y compris dans l'Humanité, journal communiste, a eu un certain succès, puisque M. Durostu a dû se retirer. Voilà. Ouais. Et donc, la campagne de diabolisation a fonctionné, voilà, malheureusement. C'est intéressant là aussi quand on voit les images des membres de la rédaction qu'on fait grève. On est quand même sur un public là à nouveau 100% blanc. Alors c'est pro-diversité, mais c'est toujours 100% blanc. Et on a même des types qui ont des mulets, quoi. Bon, on est quand même vraiment sur de la gauche niveau coiffure au top, quoi. L'actualité à l'heure où nous parlons, c'est évidemment aussi l'ouverture, la réouverture de Notre-Dame de Paris, et peut-être l'un des événements qui va faire du bruit, on verra si ce sera traité la semaine prochaine dans Immédiat, c'est bien sûr la venue de Donald Trump à la cérémonie de réouverture. Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire à faire sur ce déplacement de Donald Trump. J'ai son premier déplacement politique, j'ai envie en fait. de lui dire « Welcome, President ». Oui. Voilà, oui, moi j'ai envie de lui dire ça. Alors, c'est quand même intéressant, parce que ça montre l'importance
qu'a encore la France dans le monde, malgré une situation politique, économique catastrophique, l'importance par l'histoire, par la tradition, par la culture. Je trouve aussi intéressant de signaler que les cloches des églises américaines vont toutes sonner à 14h, heure de Washington. 14h de Washington, lors de l'inauguration de l'ouverture de Notre-Dame. C'est, je trouve, une initiative tout à fait intéressante qui mérite d'être notée. Heureusement, Jean-Yves, pour rester sur Notre-Dame de Paris, il y a un média qui a fait le job. Ils ont fait la lutte contre les fake news. Ils nous annoncent que non, Emmanuel Macron ne va pas être représenté dans les vitraux de la cathédrale. Alors, l'image est quand même vraiment très drôle. On voit Emmanuel Macron avec un sceptre, avec un petit canard en plastique au bout. Et il est vêtu d'un costume rose. Il y avait également eu des montages. Alors, tout ça a été réalisé par image intelligence artificielle, naturellement. On a aussi Emmanuel Macron avec une gigantesque auréole autour de lui. Voilà, il y avait visiblement une crainte en la matière. Le suspense se sera levé ce soir, en tout cas. La gauche et le politiquement correct, ils n'aiment pas l'humour, quoi. Donc ils se disent, ah non, mais attention, ils ne comprennent pas la blague, quoi. Voilà, ça c'est drôle. Alors ceci étant, si vous voulez... au fond, on aurait pu imaginer que Macron soit représenté au XVIe ou au XVe ou au XVIe siècle. Très souvent, quand il y avait une œuvre d'art, une peinture, le commanditaire ou le donateur se faisait représenter par l'artiste dans l'œuvre d'art, généralement dans une attitude de piété et de modestie. Voilà. Donc voilà, on aurait pu imaginer ça pour Macron, mais non, mais c'est une blague. Il nous réserve peut-être des surprises, on verra. Il aurait peut-être écrit son nom dans la roche. on verra. Tout reste possible. Place à l'affaire Biden, maintenant, ou plutôt de son fils, Hunter Biden. Hunter Biden vient d'être gracié par Joe Biden, qui dénonce une erreur judiciaire dans la poursuite qui a eu lieu contre son fils. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de cette affaire, il n'y a peut-être pas de hasard, Jean-Yves. Non, alors, si vous voulez, c'est très important, l'affaire Biden, parce que, d'abord, elle avait été censurée. L'affaire de Hunter Biden, c'est-à-dire drogue, finance, sexe, tout ça, a été censuré lors de l'élection américaine de 2020 par les grands médias et les grands réseaux sociaux américains en 2020. Et un sondage a montré, sondage réalisé après l'élection, que si les électeurs avaient connu les faits qui étaient reprochés à Hunter Biden, Trump aurait été élu. Donc, il y a eu une censure très importante aux États-Unis, censure aussi en France, où il était quasiment considéré comme complotiste d'évoquer les délits et les crimes d'Hunter Biden. Là, ils sont obligés d'en parler, puisque avant de quitter le pouvoir, son papa, qui était un bon papa finalement, l'a gracié. Et donc, on apprend les frasques, c'est peu dire, de Hunter Biden, qui ont été cachées pendant 10 ans, au moment où il n'y a pas d'autre solution que d'en parler, puisque le papa Biden a gracié le fils Biden. Voilà. On a, en plus des images qui ont été retrouvées dans son ordinateur, qui sont visibles sur Twitter. Vous pouvez aller voir si vous voulez vous documenter, c'est gratiné, vous verrez. On a également Elon Musk qui a fait remonter un tweet de Joe Biden. C'est toujours amusant, c'était un tweet de juin 2024. Joe Biden qui disait « No one is above the law ». Personne n'est au-dessus de la loi, pour les non-anglicistes, les moins anglicistes d'entre nous. Et Elon Musk dit « Les notes de communauté, ça tue », parce que bien évidemment, en remontant le tweet, des notes se sont rajoutées en disant, bah si, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi, c'est ceux qui sont graciés par leur père. Voilà, comme Hunter Biden. Et un petit tour avant de conclure cette séquence des pastilles de l'info. On va faire une comparaison entre ce qui se passe sur TMC, vous savez, c'est la chaîne où l'émission Quotidien siège, et ce qui se passe sur C8
l'émission où il y a l'émission Hanouna sur le même créneau. Sur TMC, eh bien, Quotidien recevait Noémie Merlan qui vient faire la promo de son film Les femmes au balcon, qui sortira donc la semaine prochaine, où elle explique qu'elle va faire découper le patriarcat en petits morceaux. Bon. Et elle le dit quasiment littéralement. Donc bon, si vous voulez voir des hommes découpés par tous les morceaux et en petits morceaux, ce sera sans doute dans le film Les femmes au balcon. Ça a l'air d'être un film particulièrement intéressant puisque le Huffington Post a signalé que Noémie Merlan allait mettre en avant les paix. Parce que c'est un message féministe, donc amis amateurs de prout, n'hésitez pas à vous rendre dans les salles obscures. Et pendant le même temps, le même jour, eh bien, sur C8, Cyril Hanouna annonçait, sur les mêmes heures d'audience, que C8 devient la 5e chaîne de télévision en France et que du coup il se retrouve juste derrière France 5 et juste avant France 5 il y a M6. Ce qui est amusant, c'est que donc sur TMC on perd 660 000 téléspectateurs, sur C8 ça grimpe. Qui va être censuré à la fin par l'Arcom? Et C8. C'est C8. C'est C8, avec le woke, le président woke Adjeri et le directeur général proche de Soros, Alban du Nerveau, évidemment, les choses sont faites. Les jeux sont faits. Et les jeux sont pipés. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission d'Immédiat. Merci Jean-Yves d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis, surtout. On ne se quitte pas parce que, comme vous le savez, vous en avez l'habitude, il y a le Portrait Piquant en partenariat avec le Gym. Et cette semaine, c'est encore une rediffusion, mais vous allez voir, il s'agit du Portrait Piquant de Yann Barthès. Je trouvais que c'était particulièrement à propos quand on vient de parler de Quotidien et de C8. Vous allez écouter ça tout de suite. Et puis, on se dit à très vite sur TVL. Aujourd'hui, nous parlons d'une icône bobo de l'information divertissement. Avec sa gueule et sa décontraction, Yann Barthès est devenu, en quelques années, le gendre idéal de la conseillère d'écho dans le Marais, ou son fantasme télé le plus avouable. Longtemps animateur du Petit Journal sur Canal, ce jeune cadre a poussé ensuite au plus loin sur Quotidien de TMC le concept de l'actualité à la fois légère et malhonnête. Né en 1974 à Chambéry, il passe un DEUC d'anglais avant de s'orienter vers le journalisme. Il débute son ascension à Canal en 1998. D'abord stagiaire, il passe ensuite au Grand Journal de Michel Denisot en 2004, avant d'apparaître sur le plateau en 2007 pour livrer déjà une version humoristique corrosive de l'actualité. En 2011, le présentateur a sa marionnette au guignol de l'info et au mois de septembre de cette même année, une nouvelle formule du Petit Journal est lancée, plus longue, et elle est aussi diffusée un jour de plus. En 2012, le journaliste amorce une discrète carrière parallèle d'acteur. Le concept de l'émission procède essentiellement par montage et dérision. Le recyclage de propos tronqués et la malhonnêteté sont des écueils fréquents. Très loin, vraiment très loin du journalisme. La commission de la carte d'identité des journalistes a d'ailleurs refusé d'attribuer leur carte de presse à 6 membres de son équipe. Le 9 mai 2016, Yann Barthès annonce qu'il quitte l'émission Le Petit Journal et par la même occasion la chaîne Canal+. À partir de septembre 2016, il anime l'émission Quotidien sur TMC avec une grande partie de son ancienne équipe. L'Observatoire du journalisme, l'OGIM, a consacré 2 brochures à l'histrion de Quotidien. Une sous forme numérique et l'autre sous forme papier, dans la collection Désintox, qui pratique l'effet vampire. Pour faire disparaître le vampire du conformisme et du politiquement correct, rien de tel que de l'exposer à la lumière. La brochure, la voici. Et je ne vais pas résister au plaisir de vous lire la 4e de couverture, à 4,90 €, hein, c'est vraiment pour rien. Je cite, « Yann Barthès est une des figures d'un genre qui mélange désinformation et divertissement. Un format qui se veut incorrect, mais qui incarne les valeurs d'une bourgeoisie ricanante, championne de la dérision. Si la liturgie est hybride, le catéchisme libéral-libertaire est asséné de manière orthodoxe, quitte à faire avaler une marchandise avariée aux fidèles. La morgue, le vide,
le faux, la trilogie d'une époque. Morgue, vide, faux. Un portrait en 3 mots.